Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir. Le chef de l'État a présidé ce matin le lancement de la conférence sur la recherche, le défi et la politique sur la Corne de l'Afrique. Et en Syrie, le régime a utilisé à 4 reprises de gaz neurotoxiques à Khan Sheikhoun selon Human Rights Watch. Merci de nous rejoindre. Une conférence de haut niveau regroupant le ministère de l'enseignement des 5 pays de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, des membres de l'UNESCO, à savoir l'Ouganda, le Comore, la Somalie, le Sénégal, le Sud-Soudan, a débuté ce matin à l'hôtel Kempinski, sous le haut patronage du président de la République. Cette conférence durera 2 jours, du 2 au 4 mai prochain. M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, accompagné de la Première Dame, a été accueilli à son arrivée pour le juste de l'enseignement supérieur, le Dr Nabil Ahmed, ainsi que les hauts membres du gouvernement, des parlementaires, des hauts cadres et dignitaires, civils et militaires du pays, les diplomates accrédités à Djibouti, ainsi que les représentants des organisations internationales basées à Djibouti. Accueilli agrément par les danses folkloriques sous une ambiance haute en couleurs, cette conférence de 3 jours concerne donc le défi de l'enseignement supérieur, les universités et les jeunes. Cette réunion de haut niveau interpellera le public à inclure davantage les sciences naturelles, la recherche scientifique et sociale pour relever les défis des objectifs de développement durable, de la sécurité humaine, de la paix et des réseaux climatiques de la région impliquée dans le domaine des recherches. Tout le long de cette conférence seront organisées des séances plénières et des sessions parallèles basées sur les différents thèmes avec des spécialistes reconnus, des praticiens du développement de la région, de l'Afrique, des universitaires, comme des leaders d'opinion ainsi que des étudiants et des représentants d'organisations de développement comme pour leur expertise dans le thème de la conférence. Entamant la série des interventions, la directrice du bureau régional de l'UNESCO et les représentants des Nations Unies présents à cette conférence ont rappelé l'importance que revêt cette conférence pour les pays africains. On les écoute. Monsieur le Président, qu'est-ce que les enjeux et contextes de cette conférence? Mon rôle aujourd'hui est de situer cette conférence dans les défis et opportunités actuels de l'Afrique dans notre quête d'atteindre les 17 objectifs de développement durable qu'ont dit Monsieur le RC. Le thème de cette conférence, l'enseignement supérieur, la politique et la recherche, la qualité et les défis futurs pour l'Afrique de l'Est et l'océan Indien, est un cri de ralliement pour rassembler nos pays et en particulier
c'est de nos États membres de la région de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. Pour se mobiliser de manière organisée et synergique, pour s'attaquer aux défis de la qualité et de la pertinence de nos systèmes d'enseignement supérieur, tout en identifiant les opportunités, tant visibles que latentes, qui peuvent être exploitées pour atteindre nos objectifs. Chers universitaires et chers étudiants, l'UNESCO en particulier et toutes les agences des Nations Unies en général seront toujours vos partenaires privilégiés pour atteindre les objectifs de développement durable que nous nous sommes fixés en 2030. Et cela peut se réaliser avec une éducation de qualité, objectif numéro 4, qui favorise l'industrie, l'innovation et les infrastructures, objectif 9, pour mieux réduire l'inégalité, objectif 10, avec des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, objectif 13, protégeant ainsi la vie aquatique et terrestre, objectifs 14 et 15, dont la paix et la justice socle des institutions efficaces, objectif 16, sans perdre de vue des partenariats pour la réalisation de nos objectifs, objectif 17. Et pour tout cela, l'enseignement supérieur et la recherche demeurent sans aucun doute l'un des éléments moteurs pour les atteindre. Par la suite, ce fut au tour du ministre sénégalais de l'enseignement supérieur de prendre la parole. Il s'est exprimé en ces termes. Le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche est une condition essentielle du progrès économique, social et culturel des pays. En effet, il est unanimement reconnu l'importance de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur et de la recherche en particulier à l'heure où le monde vit dans la société du savoir et l'économie de la connaissance. La structure actuelle de l'économie et les rapides innovations technologiques font de l'enseignement supérieur et de la recherche des enjeux fondamentaux pour la société contemporaine et une composante essentielle de la compétitivité des nations. Sur le plan international, le dernier rapport de l'UNESCO sur la science publié en novembre 2015 a montré que les universités sont de plus en plus tournées vers l'international. Cette internationalisation s'accélère avec le numérique, qui permet d'atteindre un public mondial au-delà des frontières des campus, notamment grâce à l'enseignement à distance. Cette révolution numérique suit son cours et va fortement contribuer à la réduction des inégalités dans l'accès à l'éducation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, est intervenu et a indiqué que cette conférence est importante à plus d'un titre pour Djibouti. Je vous propose de l'écouter. Alors, la question fondamentale aujourd'hui reste la suivante. Que peuvent faire les universités et les centres de recherche pour répondre aux nouveaux enjeux d'un monde plein d'incertitudes et en perpétuelle évolution? Mesdames et messieurs, rien que d'ici 2020, l'économie mondiale devra combler un déficit de 85 millions d'emplois qualifiés. En 10 ans, dans les 10 années qui viennent, 80% de toutes les professions nécessaires nécessiteront des compétences scientifiques et technologiques. Oui, tout le monde s'accorde pour dire que l'enseignement supérieur à la recherche doit tout simplement innover et changer de modèle. Devant ce constat, quelques pays font figure de cheval de course dans ce domaine de l'innovation et de l'apprentissage. On peut citer des petits pays comme Djibouti, la Finlande, Singapour ou Hong Kong, ou des villes citées Shanghai en Chine. Ici, nous avons également entendu l'exemple du Sénégal qui peut nous servir de modèle et les réformes qui ont été opérées. La clé du succès, mesdames et messieurs, réside dans quelques éléments clés, 4 éléments que j'ai pu relever. Transformer notre curriculum, learning by doing. Il faut apprendre en faisant. Innover technologiquement, utiliser les technologies de l'information et de la communication comme support à ces formations. Pour nous, Africains, le défi essentiel n'est pas d'effectuer du copier-coller de ces modèles, mais de s'en inspirer par des réformes et des actions
adaptée à notre environnement en intégrant notre enseignement supérieur et notre recherche au monde de l'entrepreneuriat, en investissant dans l'ingénierie et les valeurs sociales qui à Djibouti nous sont très chères. À Djibouti, nos enseignements d'institutions supérieures sont jeunes. Elles sont donc capables de s'adapter et d'accepter de nouvelles réformes. En effet, notre université fêtera dans le jour qui vient ses 10 ans avec 10 000 étudiants. Je tiens à féliciter le président de la République pour avoir cru à la création de l'université qui nous permet aujourd'hui d'accueillir plus de 10 000 étudiants. Notre université a su également s'inscrire dès sa création au principe du système licence, master, doctorat. Elle dispose aujourd'hui de plus d'une centaine de docteurs et doctorants, des professeurs, tous, je le dis bien, tous djiboutiens. Et pour un certain nombre issus de l'université de Djibouti. Sans compter chaque année le nombre de plus en plus croissant des diplômés et dans différentes filières. Après les licences, mesdames et messieurs, nous avons créé les masters dans de nombreuses filières et la boucle a été bouclée il y a quelques mois par la création d'une école doctorale en République de Djibouti pour mieux encadrer les thèses et les adapter à nos besoins. Dans son discours prononcé à l'occasion de cette conférence sur l'enseignement supérieur des pays de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, membre de l'UNESCO, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a dans un premier volet évoqué les avancées impressionnantes qu'offrent les nouvelles technologies comme moteur de développement. Voici les propos du chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, distingués invités, je suis très heureux d'être ce matin parmi vous pour procéder au lancement de cette conférence dont les thématiques sur l'enseignement supérieur et la recherche présentent pour moi un intérêt particulier et toujours grandissant vu les avancées impressionnantes qu'offrent les sciences et la technologie comme moteur du développement dans un monde globalisé et en perpétuelle compétition. Je voudrais féliciter pour cette initiative le ministre de l'Enseignement supérieur et la directrice régionale de l'UNESCO, Mme Anne-Thérèse Dong Jetta, pour l'organisation de cette conférence qui constitue une première dans le genre et qui, je suis convaincu, nous permettra d'identifier les voies et moyens pour construire un enseignement supérieur de qualité, à la fois porteur d'une éducation basée sur la paix et la tolérance et à même de répondre aux exigences du marché de l'emploi en perpétuel mouvement. Que la réflexion porte sur les défis à venir en Afrique de l'Est et dans l'océan Indien me réjouit d'autant plus au vu de l'interdépendance sociale, culturelle, environnementale et économique que nous partageons. Mesdames et messieurs, nous vivons un véritable tournant de notre histoire où plusieurs indicateurs comme le taux de croissance, le dynamisme régional, notre jeunesse africaine en plein essor et de plus en plus diplômés nous autorisent à être optimistes pour notre avenir. Tout cela nous rassure sur nos capacités à affronter le monde avec beaucoup de réalisme et à toujours aller de l'avant. Mais pour atteindre ces objectifs, il faudra travailler sur l'acquisition de plus de savoir et de connaissances, avec pour vecteur du progrès la recherche et un enseignement de qualité, en phase avec son époque, avec les exigences de modernisation de notre économie, mais aussi avec les défis de notre époque. Pour cela, nos universités, comme nos centres de recherche, doivent aller vers une rationalisation socio-économique de leur rôle avec
plus d'ouverture vers le monde extérieur et des réformes en profondeur pour répondre aux besoins des populations et des entreprises tout en étant innovantes pour être. Dans un second volet, le président de la République, lors de la réunion de haut niveau sur l'enseignement supérieur dans la région, a mis en exergue la révolution numérique ainsi que l'intelligence artificielle, tout en exhortant les penseurs, décideurs et le pouvoir public de tous bords de ne pas rater cette révolution bénéfique, tout simplement en étant acteurs à travers l'investissement dans le développement des sciences et des technologies de pointe. Écoutons encore une fois le président de la République. Mesdames et messieurs, chercheurs, professeurs et étudiants ne doivent pas oublier que nous vivons des bouleversements sans précédent. Depuis la révolution industrielle, celle de la révolution numérique, qui bouleverse toutes nos capacités de connaissance et où l'intelligence artificielle va réinventer la société, l'économie et la science telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi je continue à croire qu'il est important pour nous de ne pas rater cette nouvelle révolution et d'en être acteurs en investissant dans le développement incontournable des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, connues sous l'acronyme des STEAM. Discipline centrale aux sociétés technologiquement avancées et considérée comme véritable indice de capacité d'un pays à soutenir son existence et sa croissance. En Afrique, nous restons malheureusement dans ces secteurs encore en deçà de ce qui est requis et devons nous donner les moyens d'y remédier. Pour cela, nous devons ensemble renforcer la stratégie continentale africaine pour l'éducation dans l'agenda 2063, qui répond aux préoccupations de la position commune africaine pour rendre efficaces les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec pour mission première de faire réussir notre jeunesse, de mieux la préparer à tous les enjeux à venir, à éclairer les politiques dans ses choix, à transformer la société et répondre aux besoins des populations et aux problèmes environnementaux. Il faudra, à titre d'exemple, être capable de saisir les opportunités que nous offrent les changements climatiques pour être plus innovants en matière d'économie verte et d'économie bleue, encore très peu exploitées par nos pays. Pour cela, nos universités doivent être productives, se reformer en profondeur pour dépasser les schémas classiques de transmission du savoir et créer un citoyen capable d'utiliser les connaissances acquises à l'école ou à l'université plutôt que de les emmagasiner sans capacité de les transformer en savoir utile, créateur de valeur. C'est à ces conditions que l'individu sera capable de produire des biens et des services, de participer à l'économie et aux efforts de développement durable et à la prospérité du pays. Pour cela, l'université doit travailler avec le secteur privé, les entreprises et nouer des relations avec d'autres universités en utilisant davantage les nouveaux moyens technologiques, notamment des cours en ligne, engager des enseignants capables d'épouser cette nouvelle vision, quitte à aller les chercher à l'international quand les compétences n'existent pas dans nos pays. Car la science se mondialise et ne connaît pas les frontières. C'est ce que disait d'ailleurs, et à juste titre, Pasteur, la science n'a pas de patrie parce que le savoir est le patrimoine de l'humanité, le flambeau qui éclaire le monde. Pour réussir ce pari, les universités et les centres de recherche devront travailler sur la base d'un contrat de performance, d'une assurance qualité
d'une promotion fondée sur l'évaluation des résultats. Nous donnerons les moyens nécessaires pour rendre possible ces nouvelles orientations. Mesdames et Messieurs, le temps nous est compté pour prendre les décisions qui s'imposent, pour faire de nos universités et centres de recherche les chevilles ouvrières de notre développement. Je vous invite dès aujourd'hui à l'action pour réussir ce pari pour l'avenir et faire de l'Afrique un continent prospère, un continent porteur d'espoir, un continent qui gagne. Sur ce, je déclare la conférence enseignement privé et recherche, qualité et enjeux futurs ouverte. Je vous remercie. En marche cette conférence de 3 jours sur les défis de l'enseignement supérieur en matière de recherche, de développement durable, de sécurité humaine, de paix et de changement climatique, organisée durant 3 jours à Djibouti, le chef de l'État, son Excellence Omar Guelleh, rencontre les experts et les réseaux scientifiques de la région impliqués dans des recherches basées sur les nouveaux défis liés à la croissance et au développement durable. Durant cette rencontre avec ces éminentes universitaires, les décideurs de l'enseignement supérieur et de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, les leaders d'opinion de la société civile et du secteur privé, il a été question de mettre en place des réformes en vue de promouvoir la recherche scientifique au niveau national et régional, ainsi que le développement socio-économique et les stratégies à adopter au niveau des changements climatiques, tout en accélérant l'intégration totale d'éthique dans l'enseignement supérieur des pays de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, membre de l'UNESCO, dont Djibouti fait partie. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mohamed Ali Houmet, a atterri à Bakou, en Azerbaïdjan, ce matin, accompagné d'une forte délégation composée du président du groupe d'amitié Djibouti-Azerbaïdjan, l'honorable Safia Elmi Jibril. Les deux membres de la même commission, l'honorable Ahmed Hassan Mohamed et l'honorable Abdoulaye Bilal Kidar. Dès son arrivée à l'aéroport de la délégation, a été accueilli chaleureusement par le vice-président de l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan qui, après un entretien avec le président Mohamed Ali Houmet, a conduit directement la délégation à la présidence. Durant 45 minutes, le président de la République d'Azerbaïdjan, son Excellence Ilham Aliyev, s'est entretenu avec le président du Parlement djiboutien et s'est réjoui les relations bilatérales qui unissent les deux pays frères. Avant tout propos, le président Houmet a transmis au président azerbaïdjanais les sincères salutations et l'amitié de la part de notre président, son Excellence Ismail Omar Guelleh. Les deux ont exprimé chacun à leur tour leur fierté de voir cette coopération se développer de jour en jour dans le domaine parlementaire mais également économique. Le président Houmet a assuré que l'Azerbaïdjan peut compter sur Djibouti et que notre pays est fier d'être sa porte d'entrée sur le continent africain, notamment dans le domaine aéroportuaire et portuaire. De même, le président Aliyev s'est réjoui de la résolution du Parlement djiboutien à voter pour condamner l'agression de l'Azerbaïdjan a subi de la part de l'Arménie. L'entretien s'est déroulé en présence de son Excellence Mohamed Ali Kamil, ambassadeur de Djibouti résidant à Moscou, et l'Excellence Siliman Abdoulayev, l'ambassadeur azerbaïdjan résidant à Addis Abeba. Les deux hommes ont été félicités pour les efforts quotidiens qu'ils mettent en œuvre pour renforcer les relations bilatérales et l'amitié entre nos deux pays. Une nouveauté dans le sport national, promouvoir et garantir l'épanouissement des agents qui assurent notre sécurité en contribuant à leur bien-être physique et moral. C'est sur ce slogan que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec les forces armées djiboutiennes, la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde républicaine, les gardes-côtes et la garde pénitentiaire, a lancé officiellement la première édition du championnat intercorps au complexe Roi Fahad. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, le général Ali Hassan, les différents représentants des corps armés et du cadre du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que par le président de la Fédération djiboutienne de football, M. Suleiman Ouabri. Pour les matchs d'ouverture de différentes disciplines du championnat, à savoir le football, le volleyball et la pétanque, les matchs ont commencé à peu près vers le coup de 16 h devant un public en effervescence de chaque corps armé. Pour le match d'ouverture de football, ont assisté à un vrai derby entre l'équipe de la protection civile et celle des gardes-côtes pour une place en demi-finale, donc une élimination directe. L'équipe des gardes-côtes, très bien organisée et fidèle à sa philosophie depuis des jeux, l'entame du match jusqu'à la fin écrasé son adversaire du jour en score sévère de 3 buts à 1.
et file en demi-finale. La deuxième rencontre a opposé l'équipe de la garde pénitentiaire à celle de la police nationale. Un match très facile pour la police nationale qui a puni son adversaire sur un score de 9-1. La garde pénitentiaire prend une bonne raclée de se faire éliminer par une très belle équipe de la police nationale. Au programme, une dernière rencontre de football est prévue cet après-midi entre la force armée djiboutienne et la garde républicaine avant d'entamer la prochaine phase du championnat. Et notons que lors du tirage au sort, la gendarmerie nationale a été directement qualifiée aux demi-finales pour les autres disciplines qui constituent ce championnat, à savoir le volleyball et la pétanque, deux disciplines très développées au sein de l'armée. L'ambiance était encore au rendez-vous. Le premier match de l'après-midi a été marqué par une belle victoire de la force armée djiboutienne sur un score de 3-1. Et pour la seconde, la police a dominé la gendarmerie avec un score de 3-0. La gendarmerie va sauver son honneur en pétanque en battant l'équipe des gardes-côtes sur un score de 13-11 et la garde républicaine domine la protection civile avec 13 réalisations à 7. Les prochaines étapes pour ces disciplines sont prévues le vendredi prochain. Et direction Ali Sabié, le général des divisions s'est rendu à Ali Sabié pour une inspection des stagiaires qui ont terminé une longue de 180 km, accompagné par le général Hassan Ali Kamil, conseiller du SEMGA, et le général Taher Mohamed Ali, chef d'état-major de la défense par intérim. Le général des divisions Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major général des armées, fut acquis sur place par le chef de corps de Bias, le lieutenant-colonel Abdoulouas Ben Mohamed. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est déplacé pour faire une inspection sur les stagiaires militaires, garçons et filles qui ont effectué une marche dénommée RAID de 180 km depuis Ouéa en passant par Holhol, Al-Adé, Assamo pour finir à Ali Sabié. Ces stagiaires ont fait preuve d'un courage et d'une endurance exemplaires. Une présentation des points de citation a été faite pour la délégation. Le lieutenant Ahmed Kaïs Dahir, commandant du camp de Ouéa, a présenté les tenants et aboutissants de cette longue marche qui conclut ainsi le 2 stages en cours à Ouéa. C'est ensuite aux stagiaires de faire pour le général Zakaria Cheikh Ibrahim et sa délégation une démonstration de tir réel à l'AKM pour les filles et garçons. Malgré la fatigue de cette longue marche, les stagiaires ont montré la qualité de la formation qu'ils ont réussi puisqu'un bon nombre d'entre eux ont eu un taux de réussite de 100%. Le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim a félicité ses stagiaires et a loué leur prouesse. À l'issue de cette démonstration, d'autres stagiaires présents au camp de Bias, notamment ceux prévus de rejoindre le rang du groupe Harbi, ont exposé une série de chansons patriotiques pour le général Zakaria et sa délégation. Suivez ces démonstrations. Le quartier de Hayabla a abrité dimanche dernier une cérémonie de formation destinée aux jeunes de ces quartiers à la quête pour créer leur propre entreprise. Une formation qui est dispensée par l'INAP et qui a permis à une trentaine de jeunes garçons et filles de maîtriser toutes les étapes pour créer une entreprise. Au bout du travail intense de 2 jours, les jeunes se sont vus récompensés des certificats attestant leur niveau et la base en informatique qui pourra désormais leur ouvrir des portes dans le milieu professionnel. La cérémonie a vu la participation du directeur général de l'UNAP, M. Charmaké Idriss Ali, et du député Warsama. Autre nouvelle du pays, à l'occasion de la fête de travail du lundi 1er mai 2017, s'est tenue dans la salle de conférence du Conseil régional une première session ordinaire de l'Assemblée régionale de Dikil, présidée par le président du Conseil régional de Dikil, M. Abdelrahman Younis Arre. Ont participé à cette réunion l'ensemble des élus locaux de la région de Dikil. Les points de l'ordre du jour étaient, entre autres, validation et adoption d'un PTA de l'Assemblée régionale de Dikil, plan de travail annuel, mise en place des commissions spécialisées dans des domaines suivants: l'éducation, santé, agriculture, planification et aménagement territorial, eau et assainissement.
jeunesse, sport et enfin femmes. Préparatifs des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Après avoir présenté les points de l'ordre du jour, le président a fait un bref compte rendu de l'atelier sur la fiscalité auquel il a participé le dimanche 30 avril 2017 avec les membres du bureau permanent. À l'issue de cette séance, une porte-parole de l'Assemblée régionale fut désignée l'unanimité par l'Assemblée générale, en l'occurrence M. Mahad Hussein Ahmed. À la fin de la séance, le président du conseil régional, Abdelhamid Younis Arré, a offert un déjeuner et de rafraîchissement à l'ensemble des élus locaux ainsi que d'autres personnalités dont le préfet de la région, le sultan et d'autres cadres de la région. Et enfin, nous terminons dans l'actualité nationale avec cette page condoléances. L'ambassadeur de la République de Djibouti au Soudan adresse ses sincères condoléances les plus attristées à la famille du feu Fathi Ahmed Shamsan. Rappelons que Feu Fathi Ahmed Shamsan était le directeur de cabinet du président de la République et ancien secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il est mort le vendredi 28 avril. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dès là, nous passons à l'actualité à travers le monde. En Syrie, l'ONG Human Rights Watch a accusé le régime syrien d'avoir utilisé à 4 reprises des gaz neurotoxiques contre les civils et les résistants. L'armée syrienne a utilisé des gaz neurotoxiques dans de la présumée à Khan Sheikhoun ainsi que dans 3 autres offensives qu'ils sont imputés, a affirmé lundi l'ONG Human Rights Watch. L'attaque présumée du 4 avril, Khan Sheikhoun, dans la province syrienne de Idlib, nord-ouest, qui a fait 88 morts, dont 31 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, a provoqué l'indignation de nombreuses capitales qui mettent en cause le régime de Bachar al-Assad. Damas et Moscou réfutent des accusations affirmant que ces agents neurotoxiques se sont répandus après un bombardement contre un dépôt d'armes. Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé à Alep le 13 avril que l'attaque de Khan Sheikhoun était à 100% inventée, mais le directeur général de Knet Roth a estimé qu'il était totalement impossible que ces drames aient tous été provoqués par le bombardement des dépôts d'armes chimiques. Selon Human Rights Watch, les forces Assad lancent en plus d'attaques au chlore, ou en commencement à utiliser des missiles au chlore dans des combats avec Damas. En outre, 64 personnes sont mortes selon Human Rights Watch, avec une attaque syrienne au gaz à sarin, imputée au régime contre une zone contrôlée par le groupe d'État islamique. C'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis.